Nous sommes tous d'accord, Sidonie, tu n'es pas la bienvenue à Noël cette année. Cette phrase, prononcée par ma mère avec ce ton mielleux et condescendant qu'elle réserve à ses moments de cruauté pure, a résonné dans ma tête comme un glas funèbre. Elle s'imaginait sans doute que j'allais m'effondrer en larmes, que j'allais supplier à genoux pour obtenir une chaise pliante au bout de la table familiale, comme je l'avais pathétiquement fait toute ma vie d'adulte. Mais elle avait oublié un détail fondamental, une variable qu'elle avait négligée dans son équation narcissique. C'était moi qui tenais le stylo. C'était moi qui signais l'échec. Alors, contrairement à ses attentes, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement repris ma donation de 10 000 €, j'ai annulé leur voyage de luxe aux Seychelles, j'ai bloqué tous les accès aux comptes bancaires et j'ai coupé les vivres. À midi, le jour du réveillon, mon téléphone s'est illuminé comme un sapin de Noël, vibrant des appels paniqués de ceux qui venaient de réaliser, bien trop tard, qu'ils avaient mordu la seule main qui les nourrissait depuis une décennie. Avant de plonger dans les détails de cette vengeance froide et méthodique, j'aimerais prendre un instant pour vous demander, d'où écoutez-vous cette histoire? Êtes-vous installé confortablement à Paris, à Montréal, à Bruxelles, ou peut-être ailleurs dans le monde? Et quelle heure est-il chez vous? J'aime imaginer les fuseaux horaires que ma voix traverse. Partagez-le en commentaire, cela crée un lien entre nous. Tout a commencé le 20 décembre, une journée grise et glaciale, typique de l'hiver lyonnais. Je me trouvais dans l'une des caves à vin les plus prestigieuses de la presqu'île, un endroit feutré où l'air sent le chêne ancien, la poussière noble et l'argent. Je tenais entre mes mains une bouteille de Châteauneuf-du-Pape, un millésime 2015 particulièrement rare, affiché à 120 € l'unité. J'en avais sélectionné 6, alignés précautionneusement sur le comptoir en acajou. Ce n'était pas un achat pour moi. Je préfère le thé. C'était une commande impérative et spécifique de ma mère, Bérangère. La veille, elle m'avait appelé, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour me dicter ses exigences logistiques. Assure-toi que ce soit le 2015, Sidonie, avait-elle insisté. Le 2016 manque de corps et Amaury, le fiancé de ta sœur, a un palais très fin. Il ne boit pas de la piquette. Je passais mon doigt ganté de cuir sur l'étiquette poussiéreuse, vérifiant l'année pour la 3e fois, quand mon téléphone a vibré lourdement dans la poche de mon manteau en laine. Une notification de message vocal. C'était elle. J'ai porté l'appareil à mon oreille, m'attendant à la routine habituelle, un ajout de dernière minute à la liste de courses gargantuesques qu'elle m'avait envoyée par email. Foie gras du Périgord, truffes blanches d'Alba, saumon sauvage d'Écosse. La liste d'une reine, financée par le salaire d'une experte comptable. Mais ce n'était pas une liste de courses. Dès les premiers mots, j'ai senti l'atmosphère changer. La voix de Bérangère a résonné, étrangement calme, trop polie, enrobée de cette fausse douceur qu'elle utilise lorsqu'elle ment à ses amis du bridge sur notre situation financière réelle. Sidonie, ma chérie. Écoute, ton père et moi avons longuement discuté avec Fauve hier soir. Comme Amaury sera présent cette année pour la toute première fois au manoir, nous voulons que tout soit absolument parfait. Tu sais comment tu es, avec ton obsession maladive pour les chiffres, tes remarques incessantes sur le prix des choses et ton air sérieux. Ça crée une ambiance lourde, tu comprends? Fauve est très stressée, elle veut que ce Noël soit féerique, léger. Alors, nous avons tous décidé, nous sommes d'accord pour dire que tu ne devrais pas venir à Annecy cette année. Tu seras mieux à Lyon, au calme, dans ton appartement. On se verra après les fêtes pour l'échange des cadeaux, promis. Bisous. Le message s'est terminé par un clic sec, définitif. Je suis resté immobile au milieu de la cave, pétrifié. Autour de moi, des clients discutaient joyeusement de leur menu de réveillon, riant, s'interpellant. Moi, je sentais un froid polaire m'envahir, bien plus intense que la température contrôlée de la cave. Un vide sidéral venait de s'ouvrir dans ma poitrine, aspirant tout l'oxygène. Nous avons tous décidé. Cette phrase tournait en boucle, me donnant le vertige. Ils avaient tenu une réunion. Un conseil de famille. Ils avaient voté. Et le verdict était l'exil. L'unanimité contre moi. Je n'étais pas surprise, pas vraiment. Au fond, je m'y attendais. Dans la grande pièce de théâtre qu'était la vie de la famille de Valois, j'avais toujours été cantonnée au rôle de l'accessoiriste, celle qui reste dans l'ombre, en coulisses, celle qui s'assure que les projecteurs fonctionnent et que les acteurs sont payés, mais qui ne monte jamais sur scène pour saluer le public. Ma sœur cadette, Fauve, était l'étoile, la prima donna. La life coach autoproclamée sur Instagram,
qui prônait la positivité, l'abondance et la manifestation cosmique tout en étant parfaitement incapable de payer son propre loyer ou de remplir une déclaration d'impôt. Mon père, Hubert, était le spectateur passif, l'homme invisible qui hochait la tête à tout ce que disait ma mère pour acheter sa tranquillité. Et ma mère, Bérangère, elle était la metteur en scène tyrannique, obsédée par l'apparence, par le statut social, par cette idée ridicule et obsolète que nous étions une famille aristocratique, alors que nous étions fauchés et ruinés depuis des années. J'ai regardé la bouteille de vin dans ma main. 120 €. Multiplié par 6. 720 € de vin rouge. Pour une fête où je n'étais pas la bienvenue. Pour abreuver des gosiers qui venaient de voter mon exclusion. Le sommelier s'est approché de moi avec un sourire professionnel, brisant ma transe. Mademoiselle? Je vous les mets en caisse? C'est un excellent choix pour un gibier. J'ai levé les yeux vers lui. Mon visage devait être d'une pâleur mortelle, vidé de son sang, mais ma voix, quand elle est sortie, était aussi tranchante et froide qu'une lame de guillotine. C'est mon métier qui veut ça. Je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Je ne gère pas des émotions floues, je gère des faits bruts. Et le fait était simple, le contrat social venait d'être rompu unilatéralement. Non, merci, ai-je répondu calmement, en reposant la bouteille sur l'étagère en chêne avec une précision chirurgicale. Il y a eu un changement de programme inattendu. Je n'ai plus personne à impressionner ce soir. Je suis sorti de la boutique sans me retourner, le tintement de la clochette de la porte résonnant derrière moi comme le signal de départ d'une guerre que je n'avais pas déclenchée, mais que j'allais terminer. Je laissais derrière moi le vin, les fêtes et la dernière once de pitié que j'avais pour ma famille. Ils voulaient un Noël sans moi? Un Noël épuré de ma présence gênante? Ils allaient l'avoir. Mais dans leur arrogance, ils avaient oublié une vérité économique de base. Noël coûte cher. Et la banque, c'était moi. Je suis monté dans ma voiture, une berline allemande fiable mais modeste, garée le long des quais du Rhône où le vent s'engouffrait avec violence. Il commençait à neiger, de gros flocons humides et lourds qui fondaient instantanément sur le pare-brise, triste et gris, à l'image de mes espoirs de réconciliation. J'ai démarré le moteur, laissant le chauffage réchauffer mes mains engourdies, mais le froid intérieur persistait. Je n'ai pas pleuré. Les larmes ne remboursent pas les dettes. Les larmes ne paient pas les factures d'électricité. Les larmes sont une devise que ma famille n'accepte pas. Rentré chez moi, dans mon appartement silencieux, immaculé et moderne du 6e arrondissement, j'ai fait ce que je fais de mieux lorsque le chaos menace mon équilibre. J'ai préparé une théière de Earl Grey, je me suis installé à mon bureau en verre, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pas pour aller sur Facebook ou pour regarder des photos de familles nostalgiques qui ne feraient qu'aviver la douleur. Non. J'ai ouvert Excel. J'ai un fichier spécifique, protégé par un mot de passe complexe, nommé ironiquement dette morale. C'est là que je consignais tout. Chaque centime. Chaque virement. Chaque sauvetage in extremis. Chaque fois que j'avais sorti mon chéquier pour éviter le naufrage du Titanic familial. Depuis 10 ans, depuis que les investissements hasardeux et mégalomanes de mon père avaient failli nous coûter la maison familiale d'Annecy, j'étais devenu le pilier financier invisible de ce château de cartes. J'avais 22 ans à l'époque, je finissais mes études brillantes, et j'avais contracté mon tout premier prêt étudiant non pas pour financer une année de césure à l'étranger, mais pour payer les arriérés de la taxe foncière de mes parents qui menaçaient d'être saisis. J'ai fait défiler les colonnes du fichier. Les chiffres s'alignaient, froids, brutaux, accusateurs. Chaque ligne racontait une histoire d'humiliation et de sacrifice. Ligne 45, juillet 2021. Sauvetage de la boutique éphémère de Fauve. 15 000 €. Elle avait voulu lancer une marque de vêtements éthiques et responsables, un projet vaniteux qui consistait en réalité à revendre des t-shirts importés à prix d'or avec une nouvelle étiquette. Elle avait flambé le capital en soirée de lancement et en influenceur. Quand les fournisseurs ont menacé de porter plainte pour impayés, c'est moi qui ai réglé la note en silence. Fauve avait ensuite déclaré à tout le monde lors du repas dominical qu'elle avait réussi à négocier grâce à son charisme naturel. J'avais baissé les yeux sur mon assiette. J'avais payé. Ligne 68, novembre 2023. Assurance vie et mutuelle santé hors de papa. 4 800 € par an. Hubert a des problèmes cardiaques, c'est un fait, mais il refuse catégoriquement de se soigner dans le système public qu'il juge dégradant.
Il veut la clinique privée, celle avec les chambres individuelles, les menus gastronomiques et la vue imprenable sur le lac d'Annecy. Qui paie les dépassements d'honoraires exorbitants que la sécurité sociale ne couvre pas? Sidonie. Toujours Sidonie. Ligne 72, décembre 2024. Le prêt immobilier de la maison d'Annecy. 1850 € par mois. C'était le point le plus douloureux, la plaie béante de ma comptabilité personnelle. La maison. Ce vieux manoir en pierre que ma mère appelait pompeusement le domaine, comme si nous étions des comtes de l'Ancien Régime. Officiellement, aux yeux des voisins envieux et de la bonne société d'Annecy, c'était la demeure ancestrale de Bérengère et Hubert de Valois. Mais juridiquement? J'ai cliqué sur l'onglet intitulé SCI Les Chênes. Pour sauver la maison de la saisie bancaire il y a 5 ans, j'avais monté une société civile immobilière. J'avais racheté les parts avec mes économies et un prêt personnel sur 20 ans. J'étais la gérante majoritaire à 90%. Mes parents n'étaient plus propriétaires de rien. Ils étaient, techniquement et légalement, des occupants à titre gratuit. Ils avaient l'usufruit, la jouissance des lieux, tant qu'ils payaient les charges courantes. C'était l'accord tacite et écrit. Mais ils ne payaient rien. Absolument rien. Ni l'électricité, ni le chauffage au fioul, ni l'eau, ni même le jardinier qui venait tailler les haies pour que la façade reste présentable. Je payais tout. Pourquoi? La question me hantait alors que je regardais le total en bas de la feuille de calcul, un chiffre qui me donnait la nausée. Total des dépenses sur 5 ans, 268 450 €. Plus d'1/4 million d'euros. C'était le prix de mon silence. C'était le prix exorbitant que je payais pour acheter leur amour, ou du moins, leur tolérance. J'avais cru, naïvement, bêtement, comme une enfant qui cherche l'approbation de ses dieux, que si je résolvais tous leurs problèmes matériels, ils finiraient par me voir. Qu'ils finiraient par dire « Merci Sidonie, nous sommes fiers de toi, tu nous as sauvés. » Mais non. Pour eux, l'argent que je gagnais à la sueur de mon front, en passant mes nuits et mes week-ends à auditer des bilans comptables complexes, n'était pas un cadeau. C'était un dû. J'étais la fille aînée, la sérieuse, la laborieuse, celle qui n'avait pas le charme solaire de Fauve ni l'élégance innée de maman. Mon rôle dans cette famille était utilitaire, je devais servir. J'étais l'infrastructure invisible de leur vie de rêve. J'ai repensé au message vocal, chaque mot gravé dans ma mémoire auditive. Tu sais comment tu es, avec ton obsession pour les chiffres. Une obsession? Non, maman. C'est de la survie. C'est la seule chose qui nous sépare de la rue. Mon regard s'est posé sur la toute dernière ligne, celle que j'avais ajoutée la semaine dernière, encore en attente de validation bancaire définitive. Donation pour l'apport de la voiture de Fauve, 10 000 €. Virement effectué le 18 décembre. Fauve voulait une nouvelle voiture, une petite décapotable italienne, pour impressionner la famille d'Amaury et prouver son statut. J'avais hésité, j'avais tenté de raisonner, puis j'avais cédé, comme toujours, après une crise de larmes manipulatrice de ma mère au téléphone me disant que je brisais les rêves de ma sœur et que j'étais égoïste. 10 000 €. Pour une sœur qui venait de voter mon exclusion de Noël. J'ai senti quelque chose se briser en moi, un bruit sec comme une branche morte sous le poids de la neige. Ce n'était pas mon cœur. C'était cette chaîne invisible, faite de culpabilité toxique et de devoirs filiales mal placés, qui m'étranglait depuis ma naissance. Elle venait de casser net. J'ai fermé les yeux, pris une grande inspiration qui a rempli mes poumons d'air libre, et quand je les ai rouverts, je n'étais plus la fille blessée qui attendait des miettes d'affection. J'étais l'expert comptable. Et je m'apprêtais à clôturer le bilan le plus sanglant et le plus définitif de l'histoire de notre famille. Le lendemain matin, le 21 décembre, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. C'était Fauve. Je n'avais pas encore répondu au message vocal de ma mère. Je n'avais prévenu personne que j'avais entendu le verdict, ni que j'avais décidé d'accepter mon sort. Pour eux, j'étais encore la vache à lait docile, ignorante de leur mépris, prête à être traite une fois de plus avant d'être renvoyée à l'étable. J'ai regardé l'écran illuminé. Un message WhatsApp orné d'émojis cœur et étoiles. Coucou ma chérie. Dis, tu as bien fait le virement pour le traiteur? Le chef Bernard s'impatiente pour l'acompte des extras. Et n'oublie pas, Amaury adore les orchidées blanches, maman dit que tu devrais en commander 3 douzaines pour le grand salon. Bisous. L'audace était stupéfiante, presque admirable dans sa perversité.
Elle me chassait de la fête, elle m'interdisait l'entrée de la maison que je payais, mais elle voulait que je paie pour les fleurs qui décoraient mon absence. Elle voulait que je finance le décor de sa propre mise en scène. J'ai décidé de jouer le jeu une dernière fois. J'avais besoin d'une confirmation, d'une preuve absolue que je ne faisais pas erreur. J'ai appuyé sur le bouton d'appel vidéo, puis j'ai basculé en appel vocal simple. Fauve a décroché à la deuxième sonnerie. Allô? Sidonie? Sa voix était essoufflée, un peu distraite, comme si je la dérangeais en pleine séance de manucure. Salut Fauve, dis-je d'une voix neutre, maîtrisée, professionnelle. Je voulais juste confirmer pour les fleurs. Tu les veux livrer le 24 au matin ou le 23 au soir? Oh, le 24 au matin, c'est parfait. S'exclama-t-elle avec un enthousiasme surjoué. Tu es un amour, vraiment. Attends, je pose le téléphone 2 secondes, je cherche mon chargeur, je n'ai plus de batterie, je suis à 2%. J'ai entendu un bruit de frottement distinct, comme si on posait le téléphone sur une surface dure, probablement la table basse en marbre du salon. Elle n'avait pas coupé le micro. Elle avait juste mis le haut-parleur et s'était éloignée de quelques pas vers une prise murale. C'est là que je les ai entendus. La technologie, ironiquement, allait être leur perte. La voix de ma mère, Bérangère, résonnait clairement dans la pièce là-bas, à Annecy, avec cette acoustique particulière des hauts plafonds du manoir. C'est elle? Elle a payé? Demandait ma mère, sa voix teintée d'avidité. Oui, elle gère les fleurs et le traiteur, répondit Fauve en riant, un rire léger et cruel. Je t'avais dit qu'elle le ferait. Elle est tellement désespérée d'avoir notre approbation qu'elle paierait pour se faire insulter en face. Elle n'a aucune colonne vertébrale. Un rire partagé. Un rire complice entre une mère et sa fille, un son qui m'a glacé le sang. Tant mieux, ajouta ma mère avec un soupir de soulagement. Franchement, heureusement qu'elle ne vient pas cette année. Tu imagines sa tête d'enterrement à côté d'Amaury? Elle aurait porté ses vieux tailleurs gris démodés, elle aurait regardé les prix des cadeaux et elle aurait fini par demander à Amaury combien coûte sa montre ou s'il place son argent en Suisse. Elle nous fait honte, Fauve. Elle est vulgaire avec son argent. Elle croit que payer lui donne le droit d'exister parmi nous. Vulgaire. Le mot a claqué comme un fouet dans le silence de mon appartement lyonnais. Moi, qui travaillais 70 heures par semaine pour maintenir leur illusion de richesse aristocratique, j'étais vulgaire. Eux, qui vivaient comme des parasites sur mon dos, qui mentaient, qui trichaient, qui volaient presque, étaient distingués. C'était le monde à l'envers. Ne t'inquiète pas, maman, continua Fauve, sa voix s'éloignant un peu puis revenant. Une fois que j'aurai la voiture et que le mariage sera payé l'été prochain, on n'aura plus besoin d'elle autant. Amaury est riche, sa famille possède des vignobles. On pourra doucement l'écarter pour de bon, couper les ponts progressivement. Elle ne servira plus à rien. Chut, reprends le téléphone, elle pourrait t'entendre, chuchota ma mère, soudain prudente. Fauve revint sur la ligne, la voix mielleuse, transformée instantanément. Allô? Sidonie? Tu es toujours là? Désolée, je ne trouvais pas mon câble dans ce bazar. Alors, pour les orchidées, tu disais. Ma main tremblait, non pas de peur, ni de tristesse, mais d'une rage froide, pure, cristalline. Une rage ancienne qui remontait à l'enfance. Oui, je suis là, Fauve, dis-je doucement, si doucement qu'elle a dû tendre l'oreille. J'ai bien noté. Orchidée blanche. 3 douzaines. Je m'en occupe. Compte sur moi. Génial. Merci sœurette. T'es la meilleure. J'ai raccroché. Je me suis assise sur mon canapé en cuir italien, fixant le mur blanc de mon salon. J'avais ma réponse. Ce n'était pas juste une exclusion de Noël, un caprice passager. C'était une exploitation systémique, préméditée. Il m'utilisait comme une ressource naturelle, un gisement à exploiter jusqu'à épuisement. Il se moquait de moi dans mon dos. Et pire, il planifiait froidement de me jeter comme un vieux Kleenex usagé dès qu'ils auraient trouvé un nouvel hôte à parasiter, Amaury. Mettez-vous à ma place un instant, je vous en prie. Si vous entendiez votre propre mère et votre sœur dire qu'elles vous utilisent pour votre argent, qu'elles ont honte de vous et qu'elles planifient de vous jeter après avoir pris vos dernières économies, que feriez-vous? Continueriez-vous à payer par devoir familial, pour maintenir la paix? Ou brûleriez-vous tout?
Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ce moment précis. Quelle aurait été votre réaction? Moi, j'ai choisi l'option nucléaire. J'ai pris mon téléphone professionnel, celui que j'utilise pour négocier avec les banquiers et les auditeurs fiscaux. J'ai ouvert mon agenda. Et j'ai commencé la procédure de liquidation totale et définitive de ma propre famille. Il était 10 heures du matin. J'avais 48 heures avant le réveillon. C'était largement suffisant pour un expert comptable déterminé et compétent. Ma première cible fut la banque. Je suis client de gestion de fortune, non pas parce que je suis personnellement richissime, mais parce que je gère les flux financiers complexes de mes clients d'affaires et que ma solvabilité est impeccable. J'ai un conseiller dédié, Monsieur Lambert, un homme efficace qui ne pose jamais de questions superflues. J'ai composé son numéro direct. Bonjour, Monsieur Lambert. C'est Sidonie Valois. J'ai un souci urgent avec un virement récent. Celui de 10 000 € vers le compte de Madame Fauve Valois, effectué le 18. Bonjour Mademoiselle Valois. Je vois l'opération. Elle est en cours de traitement interbancaire, les fonds devraient être crédités demain matin sur le compte bénéficiaire. Il faut l'annuler. Immédiatement. C'est une erreur critique. Je soupçonne une tentative d'extorsion émotionnelle et un abus de confiance. Je fais opposition formelle. Monsieur Lambert, habitué à ma rigueur professionnelle, a perçu la gravité dans ma voix. Il n'a pas cherché à comprendre les détails sordides. Très bien. Je lance la procédure de rappel de fonds. Je gèle aussi la carte Gold supplémentaire attachée à votre compte? Celle au nom de Fauve Valois? Oui. Bloquez-la. Et mettez le plafond de retrait et de paiement à 0 €. Motif, perte de confiance et suspicion d'utilisation frauduleuse. C'est noté, c'est fait à l'instant. Autre chose? Non, merci Monsieur Lambert. Joyeuse fête. Premier coup porté. Fauve allait se retrouver sans apport pour sa voiture de rêve et, plus immédiatement, sans aucun moyen de paiement pour ses virées shopping de dernière minute. Elle allait découvrir la réalité du rejet de carte bancaire. Ensuite, le traiteur. Monsieur Bernard est un artisan local réputé à Annecy, un homme qui travaille des produits nobles. Il me connaît bien, c'est moi qui signe les chèques depuis 5 ans pour les fêtes de Pâques, les anniversaires fastueux de maman et les Noëls grandioses. Monsieur Bernard? C'est Sidonie Valois. Je suis navré, mais nous devons annuler intégralement la commande pour le réveillon du 24. Un silence stupéfait, lourd, à l'autre bout du fil. Mais... Mademoiselle Sidonie, c'est après-demain. Les homards bleus sont commandés, le foie gras est déjà en terrine. Tout est prêt. Je sais, Monsieur Bernard. Gardez la compte de 30% que j'ai versé la semaine dernière. C'est pour dédommager vos frais et la perte de matières premières. Mais ne livrez rien. N'y allez pas. La fête est annulée. Annulée? Mais votre mère m'a appelé ce matin même pour ajouter du caviar au siètre. Elle semblait ravie. Ma mère n'a pas le chéquier, Monsieur Bernard. C'est moi qui paie. Et je dis, on annule. Si vous livrez quoi que ce soit, je ne réglerai pas le solde de la facture. C'est clair? Je ne paierai pas. Il soupira bruyamment. Il savait pertinemment que ma mère était insolvable et que mon père ne signait jamais rien. Très bien, mademoiselle. Quel gâchis. Je suis désolé pour vous. Oui, murmurai-je en regardant la neige tomber par la fenêtre. C'est un immense gâchis. Troisième étape, les vacances de rêve. Le séjour luxe et volupté aux Seychelles pour mes parents, le cadeau de nouvel an que j'avais réservé il y a 2 mois pour leur offrir une pause au soleil. 8 500 €, vol en classe affaires inclus. J'ai cliqué sur le bouton Annuler la réservation sur le site de l'agence de voyage. Les conditions étaient strictes, je ne récupérais que 50% de la somme. 4 250 € perdus, évaporés. J'ai souri. C'était le prix de leur déception. Voir leur visage quand ils arriveraient à l'aéroport avec leur valise Louis Vuitton et qu'on leur dirait billet invalide au comptoir d'enregistrement valait bien 4 000 €. C'était un investissement nécessaire dans ma santé mentale et ma reconstruction. Enfin, j'ai ouvert le dossier le plus lourd, le plus complexe. Celui de la SCI Les Chênes. J'ai rédigé un email.
Pas un email familial, pas une lettre de fille à ses parents. Un courrier juridique formel, froid, incontestable. Destinataire, Hubert Valois, Bérangère Valois. Objet, mise en demeure, loyer impayé et résiliation du commodat d'occupation. Monsieur, Madame. En tant que gérante majoritaire de la SCI propriétaire du bien immobilier situé au 12 chemin des Alpages, je vous notifie par la présente la fin de l'occupation à titre gratuit du logement, effective immédiatement, en raison du non-respect répété des clauses d'entretien et du manque de respect manifeste envers le bailleur. Un loyer mensuel de 3 500 € sera désormais exigible à compter du 1er janvier pour toute occupation maintenue. De plus, une inspection complète des lieux sera menée par huissier de justice pour constater l'état du mobilier et des installations, propriété exclusive de la SCI. J'ai programmé l'envoi de cet email pour le 24 décembre à 12 heures précises. Juste à l'heure où il serait en train de paniquer pour le traiteur absent. Le timing devait être parfait. Je me suis adossé à mon fauteuil ergonomique. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais calme. J'étais l'œil du cyclone. Il voulait jouer aux aristocrates au-dessus des lois? Très bien. Je venais de leur rappeler la règle d'or de l'aristocratie foncière, celui qui détient la terre détient le pouvoir. Et la terre, c'était moi. Mais je ne pouvais pas m'arrêter là. L'annulation des luxes n'était pas suffisante. Ils devaient sentir mon absence dans leur chair. Littéralement. Le coup de grâce devait être physique, environnemental. La maison d'Annecy est une vieille bâtisse en pierre du 19e siècle. Elle est magnifique en été, avec ses volets bleus et son lierre grimpant, mais c'est un véritable gouffre thermique en hiver. L'isolation est d'époque, c'est-à-dire inexistante. Le chauffage est électrique, un système moderne que j'avais fait installer à grands frais, complété par une immense cheminée en pierre dans le salon que mon père n'allume jamais car le bois est trop salissant et trop cher à faire livrer. Il compte entièrement, à 100%, sur les radiateurs haute performance dont je paie les factures astronomiques chaque mois sans broncher. Je me suis connecté à mon espace client EDF, le fournisseur d'électricité historique. Identifiant, Sidonie Valois. Le contrat était à mon nom. Tout était à mon nom. Internet, l'eau, le gaz, l'assurance habitation. Pourquoi? Parce que mes parents sont fichés à la Banque de France pour des incidents de paiement datant de 10 ans. Ils sont interdits bancaires partiels. Ils ne peuvent ouvrir aucun contrat de service sans un garant solide ou une caution solidaire. J'étais ce garant. J'ai cliqué sur l'onglet Déménagement en résiliation. Adresse du point de livraison, 12 chemin des Alpages, Annecy. Date de coupure souhaitée, 24 décembre. Le système m'a demandé une confirmation. J'ai regardé l'écran. J'ai pensé à la voix de ma mère disant que j'étais vulgaire. J'ai pensé à Fauve riant de ma naïveté. Heure de coupure, le système indiquait que les compteurs intelligents Linky pouvaient être coupés à distance en fin de journée, généralement vers 18 h, lors de la bascule des réseaux. C'était parfait. Juste au moment où la nuit tombe et où le froid des montagnes descend dans la vallée. J'ai validé. Votre demande de résiliation a bien été prise en compte. La fourniture d'énergie cessera le 24/12e. J'ai fait de même pour la box internet fibre optique. Plus de Netflix. Plus de Wi-Fi pour les stories Instagram de Fauve. Plus de musique d'ambiance en streaming sur les enceintes connectées. Plus de liens avec le monde extérieur. Ils allaient se retrouver isolés dans leur tour d'ivoire. J'ai consulté la météo sur mon téléphone. Annecy, prévision pour le 24 décembre. Neige abondante. Température ressentie, -6 degrés. J'imaginais la scène. La grande salle à manger, décorée avec mes orchidées, si par miracle Fauve en trouvait d'autres, plongeant soudainement dans le noir total et le silence absolu. Le froid des Alpes s'infiltrant insidieusement sous les portes, traversant les murs de pierre, glaçant les os de ceux qui m'avaient rejeté. C'était cruel? Peut-être. Certains diront que c'était inhumain. Mais était-ce plus cruel que de traiter sa propre fille, celle qui vous nourrit, de vulgaire après avoir dépensé son argent? Était-ce plus cruel que d'inviter le fiancé riche de sa sœur tout en bannissant celle qui payait le toit au-dessus de leur tête pour cacher la source honteuse de leur confort? J'ai passé le reste de la journée du 22 et du 23 décembre dans un calme absolu, presque monacal. Je suis allé au spa dans le Vieux-Lyon. Je me suis fait masser pendant 2 heures.
J'ai mangé dans mon restaurant préféré, seul, avec un bon livre. J'ai savouré chaque bouchée, chaque minute de paix. Pendant ce temps, je voyais les notifications Instagram de Fauve apparaître sur mon écran verrouillé, je ne les ouvrais pas pour ne pas lui donner la satisfaction d'une vue. Une photo de la table dressée avec l'argenterie, que j'avais rachetée chez un antiquaire, préparatif de dernière minute. Tellement hâte d'accueillir Amaury dans notre maison de famille. #Holmony, #FamilyTime, #Blessed. Notre maison. Blessed. Béni. J'ai souri en buvant mon thé vert japonais. Profite bien, petite sœur. Profite de la lumière et de la chaleur tant qu'elle dure. Car l'hiver arrive, le vrai, et cette fois, je ne serai pas là pour jeter des bûches dans le feu ni pour régler le thermostat. Tu vas découvrir ce que signifie vraiment le mot froid. Le soir du 23, ma tante Isolde m'a appelée. Isolde est la sœur aînée de ma mère, mais elles sont comme le jour et la nuit, l'eau et le feu. Isolde est riche, vraiment riche, veuve d'un industriel suisse, mais elle vit dans un petit chalet en bois, s'habille de pull en laine tricoté main et déteste l'hypocrisie par-dessus tout. C'est la seule personne de ma famille qui m'a toujours traité avec respect, qui m'a toujours offert des livres plutôt que des conseils de régime. Sidonie, dit-elle de sa voix grave et rocailleuse, marquée par des années de tabac. Ta mère vient de m'appeler pour m'inviter demain. J'ai refusé, bien sûr. Je préfère passer Noël avec mes chats qu'avec son ego. Mais tu dois savoir quelque chose. Quoi donc, tante Isolde? Demandai-je, intriguée. Elle raconte à tout le monde que tu es, en cure de désintoxication. J'ai failli recracher mon thé sur mon livre. Pardon? J'ai cru avoir mal entendu. Oui, tu as bien entendu. Elle a dit à Amaury, et probablement à tous les commerçants du quartier, que tu avais des problèmes nerveux graves et des soucis d'addiction au travail et aux médicaments, et qu'il t'avait envoyé de toute urgence dans une clinique privée très discrète en Suisse pour te reposer. C'est leur excuse officielle pour ton absence. Ils jouent les parents martyrs et dévoués qui soignent leurs filles fragiles. J'ai éclaté de rire. Un rire nerveux, sec, sans joie. Une cure de désintoxication. C'est brillant, dans un sens pervers. Ils me pathologisent pour cacher leur cruauté. Ils transforment mon exclusion en acte de charité de leur part. C'est du génie machiavélique. Qu'est-ce que tu vas faire, ma grande? Demanda Isolde, inquiète. Tu vas laisser passer ça? Tu vas les laisser salir ta réputation professionnelle? Non, tante Isolde, répondis-je avec une détermination nouvelle. Je ne vais pas laisser passer. En fait, je viens de leur prescrire le traitement de choc. Ils veulent une fille malade? Ils vont avoir une fille chirurgicale. Attends demain. Garde ton téléphone allumé, tu vas adorer la suite. Le 24 décembre est arrivé avec un ciel grisacier, lourd de menaces. À Lyon, la ville s'agitait joyeusement pour les derniers préparatifs. Les gens couraient avec des paquets cadeaux. À Annecy, le drame commençait à se nouer. Il était 11h30. J'étais chez moi, en pyjama de soie, en train de préparer des blinis maison pour mon propre réveillon solitaire au saumon fumé. Mon téléphone, posé sur le plan de travail en granit, s'est allumé. Un appel de maman. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à fouetter ma patte. 1 minute plus tard. Deuxième appel. Puis troisième. Puis un message de Fauve écrit en majuscule. C'est une blague? Bernard le traiteur vient d'appeler. Il dit que tu as tout annulé. Il ne vient pas. Maman est en train de faire une crise de nerfs dans le salon. Rappelle tout de suite. Je me suis versé un jus d'orange frais. J'ai imaginé la scène avec délectation. Bérangère, parfaitement maquillée, coiffée, courant dans la cuisine vide, ouvrant le grand réfrigérateur américain pour réaliser qu'il n'y avait rien à servir à part peut-être des pots de moutarde et des boîtes de conserve oubliées. Pas de homard. Pas de dinde. Pas de bûche glacée. 11h45, nouveau message de Fauve, plus paniqué, ma carte ne marche pas. Je suis chez le fleuriste pour essayer de rattraper le coup et acheter des centres de table, et ça me met paiement refusé. Contactez la banque. Débloque ça immédiatement Sidonie. Amaury arrive dans 4 heures. On n'a rien à manger. On va avoir l'air de quoi? J'ai continué à ignorer. Le silence est une réponse.
Le silence est l'arme la plus bruyante qui soit. À 12h01, l'email programmé la veille est parti. La notification de mise en demeure et d'expulsion de la SCI. Je savais que mon père avait ses alertes email activées sur son téléphone pour suivre ses mauvais investissements boursiers. 12h10, le téléphone de mon père m'appelle. C'est un événement rare. Hubert n'appelle jamais. Il a peur des confrontations, il fuit les conflits comme la peste. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Message vocal d'Hubert, voix tremblante, souffle court, Sidonie. On vient de recevoir un mail. De la SCI. De toi? Je ne comprends pas. Ils disent qu'on doit payer un loyer? Qu'on doit partir? C'est une erreur de la banque ou du logiciel, n'est-ce pas? Rappelle-nous, ta mère est en train de pleurer sur le canapé, elle ne peut pas respirer. C'est Noël, Sidonie. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait que c'était une erreur administrative, un bug informatique. Il ne pouvait pas concevoir, dans leur arrogance, que la petite Sidonie, la docile Sidonie, ait pu appuyer sur le bouton rouge nucléaire. Finalement, à 13h, j'ai décidé d'envoyer un seul et unique message sur le groupe WhatsApp familial nommé La Famille Bonheur. Quelle ironie mordante. J'ai écrit calmement, il n'y a pas d'erreur. Vous m'avez dit que j'étais vulgaire avec mon argent. Que je vous faisais honte. Que je n'étais pas la bienvenue. J'ai donc respecté votre décision et retiré ma présence, ainsi que tout ce qui vient avec. Ma vulgarité a payé votre maison, votre nourriture, vos vacances et vos caprices pendant 10 ans. Puisque je suis en cure de désintoxication, merci pour l'alibi créatif, maman, je ne peux malheureusement pas gérer vos factures ni vos problèmes. Les patients en clinique n'ont pas accès à leur compte bancaire. Débrouillez-vous comme la famille aristocratique et indépendante que vous prétendez être. Joyeux Noël. Puis j'ai quitté le groupe. J'ai vu les appels se multiplier instantanément. 20, 30 appels. Le téléphone vibrait tellement qu'il avançait tout seul sur la table. Fauve m'a envoyé un SMS individuel plein de haine. Tu es un monstre. Tu vas gâcher ma vie. Amaury va voir qu'on est nul. Je te déteste. Tu es jalouse de mon bonheur. Je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité. Juste une légère fatigue, comme après une longue séance de sport. Tu ne me détestes pas, Fauve, ai-je dit à voix haute dans ma cuisine vide. Tu détestes être pauvre. Et tu viens juste de découvrir à quoi ça ressemble vraiment. L'après-midi s'est étiré. Je savais que le pire restait à venir. La nuit allait tomber tôt sur les montagnes. Et avec elle, le froid. 18h, la nuit était tombée sur les Alpes, une nuit d'encre sans lune. Il faisait moins 4 degrés dehors et le vent soufflait en rafale. Selon mon application EDF que je consultais régulièrement, la coupure avait été effective à 17h45 précise. Le graphique de consommation était tombé à 0. Plat. Mort. À Annecy, Amaury de Montmirail, le fiancé de Fauve, venait de garer sa Porsche Cayenne devant le portail en fer forgé du manoir. C'est un homme bien élevé, issu d'une véritable vieille famille de vignerons bordelais, pas des imitateurs comme nous. Il venait pour la première fois rencontrer ses beaux-parents. Ce que je vais vous raconter maintenant, je le sais parce que tante Isolde me l'a rapporté plus tard, elle a ses sources chez les voisins qui épiaient derrière leur rideau, et Amaury lui-même m'a envoyé un message le lendemain pour clarifier les choses. Amaury a sonné à l'interphone vidéo. Pas de réponse. L'écran est resté noir. Pas de lumière aux fenêtres. Le manoir était une masse sombre et menaçante sous la neige, ressemblant plus à une maison hantée qu'à un foyer festif. Il a dû appeler Fauve sur son portable. Fauve est venu ouvrir le portail manuellement, en tirant de toutes ses forces sur les lourds battants de fer, car le moteur électrique était hors service. Elle était en pleurs, son maquillage coulait, éclairé par la lampe torche crue de son iPhone. Elle portait déjà son manteau de fourrure à l'intérieur de la propriété. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Amaury en descendant de voiture. « Une panne de secteur général ?»« C'est Sidonie. » a hurlé Fauve, perdant tout contrôle, toute façade de sophistication. Cette sorcière a tout coupé. Elle est folle. Elle veut nous tuer. Ils sont entrés. La maison était déjà glaciale. Sans électricité, les radiateurs étaient des blocs de métal inutiles.
Mon père, Hubert, essayait désespérément d'allumer un feu dans la cheminée avec des vieux journaux et des cartons d'emballage, mais le bois stocké dans la remise était humide et pourri par des années de négligence. Une fumée âcre et noire refoulait dans le salon, faisant tousser tout le monde, piquant les yeux. Il n'y avait pas de traiteur. Pas de foie gras. Pas de dinde. Sur la table Louis XVI, il y avait des assiettes en carton, la vaisselle était sale dans le lave-vaisselle qui ne pouvait plus tourner, et de la charcuterie sous vide achetée à la hâte à la station-service du coin, car les supermarchés étaient fermés à 7 heures. Des tranches de jambon industriel rose fluo et des chips molles, éclairées par la lueur vacillante de quelques bougies IKEA parfumées à la vanille chimique. C'était pathétique. C'était sordide. C'était la réalité nue de ma famille sans mon argent pour la draper de soie. À 19 heures, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. Un 06 commençant par les chiffres de la région bordelaise. J'ai su. J'ai décroché, calme, posé. Allô? Sidonie? C'est Amaury. Sa voix était calme, mais tendue, vibrante d'une colère contenue. Bonsoir Amaury. Joyeux Noël. Sidonie, ta mère est hystérique. Elle est en train de hurler dans le salon. Elle dit que tu veux les tuer de froid. Il fait 12 degrés dans la maison et ça baisse. Ton père tremble de tous ses membres. Est-ce que c'est vrai que tu as coupé le courant? Est-ce que tu es responsable de ça? J'ai pris une gorgée de mon vin, un excellent Bourgogne que je m'étais offert. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. Amaury, mets-moi sur haut-parleur, s'il te plaît. Je veux que tout le monde entende. Je ne me répéterai pas. Il y a eu un silence, une hésitation, puis un bruit de manipulation. Tu es sur haut-parleur, dit-il sèchement. Bonsoir maman, bonsoir papa, bonsoir fauve, dis-je, ma voix résonnant dans le salon glacial et enfumé à 150 km de là. Tu es une criminelle. Hurla ma mère immédiatement. Sa voix était déformée par la rage et le froid. On gèle. Remets le courant tout de suite. Tu vas aller en prison pour ça. Je ne peux pas, maman, répondis-je doucement, avec une ironie glaciale. Je suis en cure de désintoxication, tu te souviens? C'est ce que tu as dit à Amaury pour expliquer mon absence. Les drogués ne paient pas les factures EDF. Je suis sous sédatif, là. Silence. Un silence lourd, épais, gênant. Amaury a dû se tourner vers Bérangère, cherchant une explication dans ses yeux fuyants. Vous m'avez menti, demanda Amaury, sa voix montant d'un cran. Elle n'est pas malade? Elle n'est pas en clinique? Non, Amaury, coupai-je avant que ma mère ne puisse inventer un autre mensonge. Je suis chez moi, à Lyon, en parfaite santé physique et mentale. J'ai coupé le courant parce que c'est mon contrat, à mon nom. J'ai coupé les vivres parce que c'est mon argent, gagné par mon travail. Et j'ai annulé le traiteur parce que c'était ma commande. Cette famille vit à mes crochets depuis 10 ans. Ils m'ont désinvité parce que je suis vulgaire. Ils t'ont invité toi parce que tu es leur nouvelle cible financière. Alors j'ai emporté ma vulgarité et mon chéquier avec moi. J'ai entendu Fauve sangloter bruyamment. Amaury, ne l'écoute pas, s'il te plaît. Elle est jalouse de nous. Elle veut nous détruire parce qu'elle est seule et aigrie. Jalouse? J'ai ri, un rire franc cette fois. Fauve, ta voiture? C'est moi qui payais l'apport. Ton entreprise? C'est moi qui ai épongé les dettes. Maman, tes vacances? C'est moi. Cette maison où vous vous tenez? Elle appartient à ma société. Vous êtes des squatteurs dans un château que vous ne pouvez même pas chauffer. Vous n'avez rien. Tout ce que vous avez, c'est ce que je vous ai donné. Et le robinet est fermé. Puis, je me suis adressée directement à Amaury, changeant de ton pour devenir sérieuse, presque compatissante. Amaury, tu sembles être un homme bien. Fuis. Fuis maintenant. Si tu restes, tu n'épouseras pas une femme, tu épouseras une dette. Tu épouseras un puissant fond de narcissisme, de mensonges et de besoins financiers. Ils vont te vider comme ils m'ont vidé. C'est mon cadeau de Noël pour toi, la vérité brute. Fais en ce que tu veux. J'ai raccroché sans attendre de réponse.
10 minutes plus tard, j'ai reçu un SMS d'Amaury. Je suis parti. J'ai emmené mon chien. Merci, Sidonie. Et désolé pour tout ça. Courage. C'était fini. Le château de cartes s'était effondré sous son propre poids. Le lendemain, jour de Noël, n'a pas apporté de paix, mais une guerre juridique éclair. Je savais que ma mère, acculée, serait dangereuse. Elle essaierait de vendre ce qui restait de valeur dans la maison pour survivre quelques semaines de plus. J'avais prévenu mon avocate, maître Valérie, dès le 23 décembre. À 9 heures du matin le 25, alors que la plupart des gens ouvraient leurs cadeaux, un huissier de justice, que j'avais dû payer double pour travailler un jour férié, s'est présenté au portail du manoir. Mes parents, transis de froid après une nuit passée sous des couvertures de laine et des manteaux, lui ont ouvert, pensant probablement que c'était un technicien EDF venu rétablir le courant. Non. C'était la loi. L'huissier leur a remis en main propre la lettre officielle de révocation du droit d'usage. Il a ensuite procédé immédiatement à l'inventaire des meubles. Pourquoi? Parce que tante Isolde m'avait prévenu. Ta mère va essayer de vendre les meubles anciens, la commode Louis XV et le lustre en cristal, pour avoir du cash rapide. Or, selon le testament de mon grand-père et les statuts de la SCI, les meubles sont liés à la maison. Ils appartiennent à la société. Ils sont à moi. Ma mère a essayé de bloquer l'entrée du salon à l'huissier, hurlant comme une forcenée. C'est ma maison. C'est ma commode. Vous n'avez pas le droit. Sortez. L'huissier, impassible, a sorti l'acte de propriété et le jugement. Non, madame. C'est la propriété de la SCI Les Chênes. Toute tentative de vente, de déplacement ou de dégradation sera poursuivie au pénal pour vol et abus de confiance. Veuillez vous écarter. Fauve, les yeux gonflés, le mascara coulé, a regardé la scène sans bouger, assise sur une chaise, enveloppée dans une couette. Elle venait de perdre son fiancé riche, sa future voiture, son statut social, et maintenant, elle voyait les derniers vestiges de sa vie de princesse être catalogués et étiquetés par un homme de loi froid et méthodique. Elle réalisait que son royaume était fait de vent. Dans les jours qui ont suivi, la réalité les a frappés de plein fouet, sans amortisseur. Sans mon argent, ils ne pouvaient pas remettre l'électricité, il fallait payer les frais de réouverture et une caution énorme de 2000 € vu leur historique bancaire. Sans mon argent, ils ne pouvaient pas payer le loyer de 3500 € que je demandais désormais pour janvier. Le 2 janvier, ils ont capitulé. Mon père m'a envoyé un email, court, vaincu, probablement écrit depuis la médiathèque municipale car il n'avait plus internet. Nous partons. Nous ne pouvons pas payer. Laisse-nous juste prendre nos vêtements et nos affaires personnelles. Nous n'avons nulle part où aller. J'ai accepté. J'ai même payé le déménagement, directement à l'entreprise, pas d'argent liquide pour eux, vers un petit appartement étroit en banlieue éloignée d'Annecy, un logement social que j'ai aidé à débloquer via mes contacts. Quelque chose qui correspondait à leur vraie retraite et à leur vraie vie. C'était ma dernière charité, mon dernier acte de fille avant de devenir une étrangère. Un mois plus tard. J'ai mis la maison en vente le 15 janvier. Elle s'est vendue en 3 semaines. Le marché de l'immobilier de luxe à Annecy se porte bien, et la vue sur le lac est inestimable. Avec l'argent de la vente, après avoir remboursé le crédit restant, j'ai récupéré ma mise, plus une belle plus-value substantielle. J'ai réinvesti cet argent dans mon cabinet comptable pour l'agrandir et je me suis offert ce voyage aux Seychelles. Seul. Et c'était paradisiaque. Lire un livre sur la plage sans que mon téléphone ne sonne pour une demande d'argent était le plus grand luxe que j'ai jamais connu. Fauve a dû trouver un travail. Un vrai travail. Elle est vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter dans une zone commerciale. Elle a arrêté le live coaching. Il est difficile de vendre du rêve et de l'abondance sur Instagram quand on prend le bus pour aller travailler et qu'on vit dans un HLM. Son fiancé ne l'a jamais rappelé. Mes parents vivent leur petite vie aigre, racontant à qui veut l'entendre au club du 3e âge que leur fille aînée les a spoliés, qu'elle est une sorcière ingrate qui a volé leur maison. Mais personne ne les écoute vraiment. Les gens d'Annecy ne sont pas dupes. Ils voient bien qu'ils n'ont plus rien, et dans ce milieu, quand on n'a plus d'argent, on n'a plus d'amis. Ils sont devenus ce qu'ils méprisaient le plus, des gens ordinaires. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je suis assise sur ma terrasse à Lyon. Le soleil brille. J'ai reçu une lettre ce matin. Une enveloppe bon marché, l'écriture tremblante de mon père.
Je ne l'ai pas ouverte. Je sais ce qu'il y a dedans. Des excuses larmoyantes? Peut-être. Une demande d'argent déguisée en vœu d'anniversaire? Probablement. Ils doivent avoir des dettes de chauffage. J'ai déchiré l'enveloppe en 2, puis en 4, sans la lire. J'ai jeté les morceaux dans la poubelle de recyclage jaune. Le papier, ça se recycle. Les relations toxiques, non. J'ai appris une leçon précieuse ce Noël-là, une leçon que je n'oublierai jamais. On nous dit souvent que la famille est sacrée, que le sang est plus épais que l'eau. C'est faux. C'est un mensonge qu'on nous vend pour nous garder dociles. Le respect est sacré. L'amour réciproque est sacré. Mais le sang? Le sang, c'est juste de la biologie. C'est du hasard génétique. Et parfois, pour sauver le corps entier, il faut couper le membre gangrené avant que l'infection ne tue l'hôte. Je ne suis plus la fille chéquier. Je ne suis plus l'invisible. Je ne suis plus la vulgaire. Je suis Sidonie. Je suis libre. Je suis en paix. Et croyez-moi, la liberté a un goût bien meilleur, bien plus doux et bien plus enivrant que le meilleur foie gras payé pour des gens qui vous méprisent. Et vous? Avez-vous déjà dû couper les ponts radicalement avec un membre de votre famille pour vous sauver vous-même? Avez-vous déjà été celui ou celle qui donne tout sans jamais rien recevoir en retour, sauf du mépris? Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, ou si elle vous a donné le courage de dire non à ceux qui vous exploitent, s'il vous plaît, mettez un j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires de justice. Partagez votre propre histoire de vengeance ou de libération dans les commentaires. Je lis tout, absolument tout, et je promets de ne jamais vous juger. Prenez soin de vous, protégez votre cœur et votre portefeuille et rappelez-vous toujours, votre valeur ne se mesure pas à ce que vous donnez aux autres mais à ce que vous gardez pour vous-même. À bientôt.